Les Grizzlies. Les oursons. Yes sir. Bah, tu sais qu'en ce moment, fait pas bon traîner dans le Tennessee avec une balle orange. Hein, je te le dis. Non, il faut Si qu'on t'es en pas- parle. Si t'es pas de Memphis, il peut t'arriver des bricoles. Tout à fait, il faut qu'on parle des Grizzlies. C'est l'apéro spécial Memphis. Et oui, il fallait bien qu'on en parle, puisqu'en ce moment, la grande forme, elle est chez Elvis. Il y a plein de choses à raconter sur cette équipe. Car au moment où nous parlons, Memphis est dans le top 8 de la conférence Ouest. Et c'est pas volé. C'est pas volé. Memphis est sur 6 victoires de suite. Il y a plein de choses à dire. Il y a un petit concours de circonstances parce que les Spurs sont dégueulasses, les Blazers sont dégueulasses, les Wolves et les Suns sont les Wolves et les Suns, les Kings sont les Kings. Ah bah ça, oui, du on coup, va ça fait pouvoir- un bon petit concours de Bien sûr. circonstances. Les Pélicans n'y arrivent pas trop Ah, bien sûr. et les Warriors sont dans le trou du cul du truc. Mais n'empêche fait le boulot. que, au-delà même de leur classement, regardez les Grizzlies, c'est cool. C'est assez fun. Ah ouais. Tout à fait. Et on va pouvoir en parler en long et en large. Avant ça, juste pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur les réseaux sociaux, ce dimanche, nous avons publié le journal Trash Talk 2019, toute l'année en résumé. Il est gratuit et on vous le met en bas dans la descro. Vous pouvez le regarder. C'est cadeau. Allez hop. Téléchargement gratuit. Tout à Il y a fait. eu quoi 6500 articles décrits sur le site de Trash Talk en 2019. C'est ça. Et Ben C'est et Giovanni notamment Nous ont sorti les 120 meilleurs 180 meilleurs. 180 carrément, il y a eu craquage cette On année. a fait Belle. ou peut-être 120. mais en tout Ouais, cas, j'aurais plus. Bon, on s'en fiche. Enfin, la crème de la crème de 2019 sur le site Trash Talk, elle est à retrouver dans ce journal. C'est en bas dans la descro, donc Pas il y a mal de plus qu'à petits le télécharger. bonus, tout ça. Voilà. Enfin, c'est sympa. C'est cadeau. Ouais. Du Exactement. coup, c'est que de l'amour. Et il y a probablement notamment des petites choses à dire sur Memphis. Et justement, on va parler des Grizzlies maintenant. Car, comme tu le disais, plein d'axes dont on doit parler. Récemment, avec les 6 victoires de suite. Mais surtout, qu'on essaie de faire un petit peu la chronologie. Parce que quand nous, on a abordé cette saison-là, on a fait des pronostics. On s'est dit, bon, il peut y avoir des choses intéressantes. Jaren Jackson Jr., Tion Brooks, enfin je veux dire quand on a fait la preview, on était Jamarant genre, aussi, numéro 2 de draft, on Tout se à fait. doutait que Ça qu'il pouvait pouvait ça apporter pouvait des pas choses mal. tout de suite Bien et tout, sûr. tu vois. Et on avait quand même la recette qui semblait inévitable, c'était coach rookie, effectif plutôt jeune et pas de véritable superstar. Généralement, c'est une recette qui t'emmène dans les profondeurs de la ligue. Et à l'ouest, difficile de rivaliser avec des Spurs, des Blazers, des Warriors, expérience. avec des équipes qui semblent avoir un petit peu d'avance sur toi, c'est-à-dire les Suns ou les Kings, par exemple, tu sais, Talent. ou les Bien sûr, Wolves bien en sûr. termes de noyau de jeunes qui ont déjà un peu plus travaillé C'est ensemble. Il y avait beaucoup de points d'interrogation autour de Memphis, alors qu'il y avait un tout petit peu plus d'assurance du côté des autres. Et donc, comme j'ai dit en intro, il y a de la déception chez les autres, C'est un énorme point. évidemment. Et C'est pas pour enlever du crédit à Memphis. Hein. Non, mais pour moi, ça leur enlève pas du tout des crédits, mais ça explique Leur leur positionnement. classement. Tout à fait. C'est-à-dire que ça fait combien de temps qu'à l'ouest, il n'y a pas eu un mec dans le top 8 sans avoir un bilan à 50%? C'est ça. Ah, tu vois, laisse tomber. Donc ça, c'est clair. Mais il n'empêche que c'est pas du vol. Non, C'est bien sûr. une c'est pas équipe du vol. qui joue bien au basket, qui joue bien ensemble, qui joue beaucoup mieux et avec beaucoup plus de maturité que sa moyenne d'âge ne pourrait le laisser penser. Oui. Et avec, comme tu l'as dit, un coach rookie, on va en parler de lui parce qu'on s'extasie beaucoup sur les joueurs. Mais beau boulot hein, en termes de... Oui, Je sais pas par où tu voulais commencer un peu les en angles fait, et tout, mais... En fait, c'est surtout ça. C'est le premier angle que tu donnes là, c'est par rapport aux autres équipes. C'est-à-dire que chaque saison, il y a des darlings. L'année dernière, on était là, what, les Clippers, comment Ouais, est-ce que ça se fait darling. qu'ils en soient là? Et c'est pas pour enlever du crédit à ces équipes-là, mais c'est simplement que quand tu vois la concurrence qui essaie de s'avancer, tu prends par exemple ce qui s'est passé avec le Thunder, dont on a fait un apéro complet. Quand tu as des équipes qui jouent intensément tous les soirs, tu t'offres un maximum de chances de remporter ces matchs. Ouais. Et si tu es clutch comme le Thunder l'a été, et si tu attaques bien comme, on va en parler en détail avec Memphis, bah tu peux profiter de une galère défensive des Spurs, des blessures chez les Warriors, Une saison un peu vraiment moyenne chez les Blazers. les pour Blazers, l'instant. les Suns qui ont bien démarré, mais après tu fais genre, yes, c'est un break de ne pas avoir par exemple Rubio qui est là, par Comme exemple, les ou Wolves Ayton. aussi, qui Tout à fait. n'ont pas Karl Anthony Towns depuis combien de matchs maintenant? Plus de 10 matchs, non? Et tout à fait, et 25 matchs de DeAndre Ayton en moins, etc. Donc, si on met ce tapis de sol, c'est pas pour excuser la place de Memphis, on va balayer en termes de compléments tout ce qui se passe dans le tennis en ce moment, mais c'est bien que tu mentionnes un premier parce que cette 8ème place, C'est-à-dire que elle est assez contextuelle là actuellement et elle peut très vite changer. les Kings de l'année dernière, Elle peut très vite changer. qui finissent hors des playoffs, Ouais. assez loin des Clippers avec 39 wins, si je dis pas de bêtises, Mhm. étaient un peu une espèce de darling, eux Mhm. aussi. Mais eux, c'est une darling qui a fini un poil sous les 50%, Ouais.
et qui était genre pas du tout en play-off à aucun moment. Enfin, s'il y a des moments, mais je veux dire par là, ils ont fini avec 9 victoires de moins que les Clippers qui sont 8e. Tu vois, tout à fait. Cette année, on sent bien que là, une équipe comme Memphis, avec son talent, sa jeunesse, sa belle faculté à attaquer et tout, et puis quelques pièces maîtresses quand même très intéressantes, donc on va détailler dans cet apéro. Franchement, sur la lignée, là, sur la première moitié de saison, tu peux te dire, ils ont un coup à jouer. Non, bien sûr. Après, est-ce qu'ils vont y arriver ou quoi ? Mais ils ont un coup incroyable à jouer. Et ça, c'était inespéré. Je pense même la plupart des fans des Grizzlies, vous me dites, mais je pense qu'à partir du moment où cet été, tu as vu ce qui s'est passé, transfert de Mike Conley, changement de coach, changement au sein même du management, tu avais des bases sur lesquelles tu étais habitué. Rien qu'en termes de rythme de jeu et d'identité de Memphis, tu savais qu'il y avait une transition qui se faisait avec Ja Morant. Et là, de les voir débarquer, tu te dis pas, ils sont top 8. Quoi. À la trade deadline l'année dernière, t'envoies Marc Gasol. Cet été, t'envoies Mike Conley. Enfin, t'es en train de tourner la page de ouf et tout. Il y avait un bon tremblement de terre. Tu vois, genre, t'as appuyé sur le bouton rouge, tout à fait. Le bouton reset. Quoi. Et en plein mois de septembre, on se disait, entre Solomon Hill, André Iguodala, Miles Plumlee et d'autres gars, Jay Crowder, on sait pas qui va passer le mois de février. On savait pas, alors qu'en fait, c'est ça. Mais un peu contre sa volonté. Mais en tout cas, Solomon Hill et Jay Crowder font partie des gars dont on va parler parce que ils ont carrément pris le pari de bien jouer ensemble. Et c'est ce premier point dont je voulais parler par rapport à cette équipe en termes de choses qui sont positives, c'est ça joue intelligemment et très dur tous les soirs, au complet. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, on le voit, ils ont eu pas mal de petits soucis de blessures sur des joueurs au début de saison, des petits. Mais genre difficile des petits, toujours... Ouais, des petits, mais qui les empêchaient de vraiment tout le temps être au complet. Ouais. Là, depuis 10-15 jours, ils sont au complet. Et au complet, cet effectif fonctionne. Cet effectif montre qu'il a quand même une profondeur intéressante. Je pense que tu voulais pas en venir là. Ah, bien sûr. T'es d'accord ? Il y a une profondeur qui est assez intéressante. intéressante. Top 10 banc en termes de production de NBA. En termes de production toute simple. Et chacun connaît son rôle. Brandon Clark, le rookie, il rentre, il est complètement dans son rôle Energizer. Je me bats au rebond, je galope, tout ça. C'est très bien. Vous aviez dit Anthony Melton chez vous, c'est devenu une pièce fondamentale de leur banc en termes de pression défensive. Disons que là, sur ces derniers matchs, il est dans un très très bon passage. Ouais. Moi, je l'aimais bien, ce petit. Après, je dois dire que j'ai bien aimé le tout début de saison de Javon Carter, qui a été un petit peu écarté de la rotation maintenant par Monty Williams, donc c'est un autre sujet. Mais après, D'Anthony Melton, pièce en ce moment importante du banc de nos amis. Tyus Jones aussi. Tyus Jones, c'est peut-être celui qui me déçoit le plus, moi. Oui, on peut. Tout à fait. Je suis pas emballé par Tyus Jones, tu vois. Alors là, mais il arrive à faire sur certaines séquences le travail nécessaire pour que quand Ja Morant se repose, on puisse compter sur lui. Mais je suis plus sur du Solomon Hill qui a quand même été pas mal sur le banc derrière Jay Crowder. Franchement. Moi, je l'ai vu arriver avec l'afro en me disant putain, il en a rien à foutre. Et en fait, pas du tout. Il joue vraiment comme un vet qui a envie de faire le travail, quoi. Dans la rotation cool. À cheval entre les titulaires et les remplaçants, t'as Kyle Anderson aussi, qui c'est pas mon joueur préféré, mais il apporte des choses, il est smooth, il a une bonne technique. C'est un joueur intelligent, pas forcément hyper athlétique, mais intelligent. Grayson Allen, j'ai pas encore de... Ça, j'aime bien. Je dis pas que je l'aime pas. Il est parfait pour l'identité de Memphis. Pour l'identité de qu'on avait d'avant, quoi. Ouais, mais ils l'ont encore, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, à la différence... Ils sont différents, quand même. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont changé de rythme de jeu. Ils ont changé de manière d'aborder l'attaque, et ça, on en parlera avec Taylor Jenkins. Mais au fond, ça reste des... Grayson Allen était détesté par moment en NCAA parce qu'il avait cette tête à claque et cette capacité à foutre des béquilles dans ses adversaires. Memphis a une identité depuis des années d'être contre le flow des grands marchés. Zach Randolph versus Blake Griffin, etc. Où dès qu'il y a un gros qui passe comme James Harden, on a envie de lui mettre des steaks. Ça, c'est vrai. Ils ont ce côté-là. Mais ils ne l'expriment plus de la même manière sur le terrain, je trouve. Je veux dire, Jonas Valanciunas, c'est pas lui faire offense de dire que c'est pas du tout c'est pas du tout un défenseur comme pouvait l'être Marc Gasol. Dans le genre grand pivot costaud, un peu technique, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, Jaren Jackson et Zach Randolph, sur le poste d'ailier fort, on est limite sur des opposés en termes athlétiques. Bien sûr. Mais c'est juste sur Grayson Allen. C'est pas collectivement. Voilà. Grayson Allen, en tout cas, lui, il est dans cet état d'esprit-là. Après, il est utilisé, mais il est pas non plus. C'est pas. Il fait le nécessaire. C'est une pièce
Mais c'est pas une pièce si importante que ça. Genre, si tu devais faire la rotation de Memphis, il est quoi? Il est 8ème 9ème on est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est quelque part assez symbolique de leur saison. Et ça, c'est droit au crédit du coaching staff autour de Jenkins. C'est les mecs sont prêts tous les soirs. Et ça, je pense qu'ils ont trouvé un bon attelage. Je suis d'accord. Entre les jeunes, c'est bien, mais en fait, leur espèce de trio chelou, il n'y a pas un mec de plus de 30 ans dans cet effectif. Hein. Hormis Iguodala, mais qui est fantomatique. Voilà, c'est ça. Le mec le plus vieux. Crowder, il a pas 30 ans, lui? Il a mon âge. Ouais. Enfin, tu vois, genre, c'est la trentaine à tout péter, tu vois. Et donc, Valanciunas, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, il y a personne d'en dessous de 90. Valanciunas, je crois, c'est un 92. Et Solomon Hill, c'est un 80... début des années 90, je crois. Et Ja Morant, c'est un 99. Et Ja Morant, c'est un 2007. Voilà. Clairement. Voilà. Donc, non, mais le fait qu'ils aient des vétérans qui jouent dur tous les soirs fait que Memphis, hier par exemple, tu l'as vu le match contre Houston, ça démarre pas forcément super bien pour Memphis. Mais parce qu'ils jouent dur du premier au 12e homme, bah tu peux, sur l'effort, en fait, tu peux retourner un game. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, quoi. Non. Où ils jouent sans changement d'intensité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faudrait retrouver les dates exactes des matchs, mais ils ont eu plusieurs défaites à la con. Ah genre, oui, bien sûr, un foutu de tenir un lead de 15 points ou je sais plus combien. Genre, je crois que ça leur est même arrivé une fois contre les Suns, d'ailleurs. Tu vois, genre... À Sacramento, ils sont pas loin. À Denver, ils sont pas loin. Il y en a plusieurs où ils perdent à Cleveland. À la con. Ils perdent à la con. Ah, OKC, c'est à OKC, hein, je crois qu'ils mènent pas mal. Et peut-être. Puis après, mais il y en a plusieurs où ils perdent à la con. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sens déjà, alors que les mecs ont 40 matchs ensemble, tu sens déjà une ligne de progression dans le groupe. Tu vois, genre, il y a eu des défaites à la con, il y a eu des... Genre, je pense qu'en début de saison, le match de Houston hier, ils le perdent à cause de leur mauvaise entame. Hier soir... Ouais, ils répartissent pas bien les ballons, je sais pas quoi. Hier soir, dès le deuxième quart, tu reviens dans le match. Il y a des gros shoots qui rentrent. Bon, après, on va en parler. Évidemment, quand Ja Morant joue comme ça... Il n'y a pas que Houston qui passe à la trappe. C'est ça. Voilà, attention. Il y a aussi une performance individuelle absolument éclatante dans ce match. Mais il y a égalité à 8 minutes de la fin. Et il y a même Houston qui repasse devant. Et ça panique pas. Et si normalement, tout à fait, si t'es Memphis et qu'il y a égalité contre Houston avec les vétérans qu'on connaît, Capella, Tucker qui ont connu toutes les misères possibles et imaginables en playoff, tu te dis bon, Memphis le lâche, c'est pas grave. Dans le dernier quart, à un moment là, donc Houston était vraiment. Ils sont repassés devant. Après, Memphis a repris la maîtrise du match en menant de 4 ou 5 points au score. Et il y a un moment où il y a un jeu en transition. Je sais plus qui c'est qui attaque le cercle de Memphis, se fait bâcher par Jaren Jackson, genre de manière violente. Solomon Hill qui met de la transition, gros 3 de Ja Morant. T'es là, tu fais attends, vas-y. Oh là, c'est violent. Ils sont dangereux. Et c'est pour ça que, pour aller dans ton sens par rapport à cette évolution qu'ils ont, c'est que si tu regardes l'effectif, c'est pas pour clasher les 29 autres effectifs de la ligue, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas de giga superstar là-dedans, on va parler de Ja Morant après, mais quand tu regardes les mecs, qui n'est pas un gros taffeur, ils ont vraiment fait un recrutement où ils se sont dit, bon, on va pas non plus essayer de chercher des mecs qu'on ne peut pas avoir, mais par contre, ça bosse tous les soirs. Valanciunas, on peut dire ce qu'on veut. Ah, il taffe. Mais ça taffe. Exactement. C'est un bûcheron, et il faudra un jour parler aussi du fait que Valanciunas, qu'il soit à Memphis ou Toronto, en fait, le mec, il contribue tout le temps dans des équipes qui gagnent. Il est en 16-10, en fait. En fait, il est en 16 points. Et il contribue dans des équipes qui gagnent. Enfin, genre, Valanciunas, faudra aussi... Et puis, après, ce qu'il faudra voir avec Valanciunas, c'est il y a toujours eu des micro-déceptions ou même des vraies déceptions avec lui en play-off. Oui, et on verra notamment là... à cause de sa défense et son manque de mobilité latérale, où il se fait exposer face à certaines équipes quand ça devient très tactique. Ils en sont pas là, Memphis. Par contre, t'as raison, genre au rebond, c'est un putain de bûcheron. Valanciunas, il bombarde, c'est sûr. Et puis, techniquement, non, c'est très bien. C'est un big man qui vient des pays baltes. Et ça se voit. Et ils ont eu il a des mains de malade. Ils ont eu plusieurs systèmes où il lui donne la balle au poste et du coup il se régale. Il est chiant à défendre au poste. Hein. Il avait un peu peur cet été. Qu'est-ce qu'il est compliqué à défendre. Sur ces histoires de prolongation, parce qu'il était libre et qu'il n'était pas question de reconstruction. Et je pense qu'ils ont envoyé un bon message à Valanciunas en lui disant genre t'inquiète mec, tu vas avoir des balles au poste. Hein. Et tu vas pas que avoir des balles au poste dans des équipes qui gagnent 18 matchs, tu vas avoir des balles au poste et tu vas avoir des vraies responsabilités. Lui il bosse tous les soirs. Et en fait c'est ça moi qui m'étonne, c'est que quels que soient les mecs qui rentrent, on vient de parler de Grayson Allen, les mecs transpirent quoi. Enfin, Brandon Clark, Solomon Hill, Ja Morant, Tyus Jones, enfin tous les mecs taffent. Jay Crowder, c'est quoi que j'ai vu l'autre jour là, vieux match, Jay Crowder, il est à l'autre bout du terrain. C'est ça, il est à l'autre bout du terrain et on lui dit changement et Tyler Jenkins il lui dit vite changement, genre il faut que je t'explique un truc. Il sprint vers le banc
Alors que c'est bon, Jay Crowder, c'est le mec, il pourrait en avoir rien à foutre, trottiner et puis taper dans les mains de personne. Les mecs se défoncent tous les soirs. Et il y a des joueurs intelligents en fait. Ça, c'est à mettre au crédit de notre ami Tyler Jenkins. Monsieur Tyler. Ouais, ça, c'est à mettre à son crédit. Autre chose qu'on peut mettre à son crédit, c'est... Il a un bel instinct de coach pour trouver les alliages dans ses rotations qui fonctionnent bien. C'est pas mal. Tu vois, genre, déjà sur les titulaires, moi je suis assez content de ce qu'il a fait. Il y avait des trucs évidents, mais tu vois, donc Saraket, Jaren Jackson, Valanciunas, c'est aussi pour ça, je pense qu'ils ont mis le paquet, entre guillemets, mais un vrai beau contrat à Valanciunas en disant vas-y reste. C'est aussi parce que c'est ultra complémentaire de Jaren Jackson, c'est-à-dire que les deux... Bah l'autre, il faut qu'il fasse le concours de shoot à 3 points, Jaren Jackson Jr. C'est-à-dire c'est un grand malade, à 3 points parce que Valanciunas prend les positions en bas. Oui, et même en termes de genre, il y en a un, je l'ai dit, Valanciunas, costaud, machin, main, balte et tout. L'autre, c'est un produit ricain, c'est athlétique, ça saute dans tous les sens, ça saute un peu trop d'ailleurs, des fois ça fait un peu trop ses fautes bêtement. Par contre, défensivement, en termes de mobilité et tout, il peut complètement compléter les éventuelles lacunes de Valanciunas. Bien sûr. Et j'aime bien l'alliage Dillon Brooks, Ja Morant sur la ligne arrière. Après, au poste 3, j'aime bien quand il y a Jay Crowder. Je suis un peu moins fan quand il y a Kyle Anderson. Oui, après, je suis un peu moins fan, mais bon. Solomon peut pas prendre des positions en 3 ou en 4 et ils font le boulot. Ils arrivent toujours à trouver les mecs qui vont rentrer et vont faire. Exactement. Et Brandon Clark, il l'utilise bien, parce qu'il l'utilise aussi bien avec Valanciunas qu'avec Jaren Jackson. Ouais. Ça, j'aime bien aussi, tu vois, ça donne des styles complètement différents. Non, bien sûr. J'aime bien son boulot, j'aime bien son approche tactique, en fait, à Tyler Jenkins. Bah, quand on en parlait cet été, je crois que c'était dans les previews, sinon on avait écrit sur Trash Talk là-dessus, c'est un apôtre de Budenholzer. C'est-à-dire que lui, il est là, notamment, moi je l'ai bien connu, parce que Bibi, il est sur le banc avec Quinn Snyder, Kenny Atkinson et Mike Budenholzer. On avait le banc des Spurs, tu veux dire? Non, le banc des Hawks. Le banc des Hawks, pardon. On avait le banc des Hawks avec Budenholzer en coach, Kenny Atkinson, Tyler Jenkins et Quinn Snyder. Ça va? Il y avait de la bonne format. Et donc Budenholzer essayait notamment d'avoir des apôtres, les premiers, donc on a vu notamment avec Snyder. Je crois que c'était l'équipe de merde qui s'était fait sweeper en finale de conf, moi. Mais qui a fait 60 victoires en saison régulière. C'est ça. Mais il n'empêche que... Et non, mais attends, Kenny Atkinson sur le banc, Mike Budenholzer... Quinn Snyder et Tyler Jenkins. En coach, head coach. Quinn Snyder... Ah, bien sûr. Et maintenant Tyler Jenkins. Il n'y a pas de secret. Non, bien sûr. Et Tyler Jenkins, en fait, a suivi Budenholzer à Milwaukee. Et la grosse interrogation qu'il y avait cet été, c'était est-ce que un des apôtres, notamment là, qui va être head coach, parce qu'on a vu avec Quinn Snyder ce que ça donnait avec Kenny Atkinson, est-ce que tu vas pouvoir avoir la naissance d'un nouveau coach qui est capable de jouer pas à la Bucks évidemment parce que t'as pas envie, enfin t'as pas Giannis. Voilà, merci. J'aime bien Jaren Jackson. Bien Ja Morant, mais t'as pas Giannis. Mais est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un jeu propre et poli? Et au moment où on parle, Memphis est l'équipe qui fait le plus de passes décisives de toute la NBA. Ils sont numéro 1. Ah ouais? Devant qui? Devant les Bucks. Devant les Suns. Devant les Suns. Ouais, bah les Suns, c'est pas possible. Genre Memphis, tellement de matchs. Non mais tu vois genre. Mais c'est vrai que Monty Williams a toujours insisté sur le mouvement de balle. Et s'il y a bien un truc que tu peux pas enlever aux Suns quand tu les regardes, c'est que le ballon il circule. C'est ça. Dernier de la NBA, Portland en passive. On en parlait en intro par rapport à ces équipes qui ont changé leur mode de jeu et qui s'y retrouvent pas trop. Memphis est numéro en passive et en fait là où ils jouent intelligemment c'est que dans les autres stats notamment qui sont intéressantes là-dessus ils sont pas incroyables dans les ratings, tu les as vus aussi, ils sont milieu de tableau que ce soit offensivement ou défensivement. Je les ai là si tu veux. Ils sont 15 offensive rating 16e aujourd'hui, defensive rating 22e. Bon oui, non, c'est clair que c'est pas ouf. Normalement c'est pas ouf. Par contre, ça gagne. Personne ne met autant de points dans la raquette en NBA que Memphis. Donc soit on va pénétrer dans votre raquette et on va vous tabasser la gueule avec nos mecs qui n'ont pas peur d'aller à l'arceau. Donc, pourcentage efficace, on va à l'arceau et on score. Genre moi, c'était inconcevable pour moi que Memphis, au bout de 2 mois de régulière, soit numéro 1 de l'année en passive et en panier dans la raquette. Parce que t'as pas des slashers de fou. Enfin, évidemment, Ja Morant, on adore. Ouais, bien sûr. Mais je pensais pas qu'il y allait avoir que des mecs entre 2 et 7 passives. Parce que leur meilleur passeur, c'est Ja Morant. Je pense, ouais. Il a 7 passives. Mais après, le reste, c'est qu'une collection de mecs qui sont entre 2 et 4 passes. Mais tout le monde partage le ballon, en fait. Et s'il y a un mec qui est démarqué dans la peinture, on y va. Et ça, c'est l'identité de Jenkins qui est assez propre dans le jeu. C'est soit on prend des shoots ouverts à 3, soit on rentre dans la raquette. Il y a des prémices offensives qui sont hyper intéressantes pour eux. Et qui sont très modernes. Et qui sont modernes. C'est le jeu d'aujourd'hui, c'est le jeu qui gagne aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai. Hein. Après, la question, c'est évidemment comment poursuivre ça. Parce que là, on va parler de Ja Morant et de Jaren Jackson Jr. Lui,
Ja Morant, bon. On se posait la question pendant la draft de savoir s'il y avait potentiel superstar derrière Zion Williamson. En fait, derrière Ja Morant, c'est sûr. Voilà. En fait, la question maintenant, on l'a pas vu jouer encore. La question elle est retournée, c'est en fait est-ce qu'il peut avoir une superstar derrière Ja Morant ou devant. On va voir ce que va faire Zion. Tout à fait, mais on a besoin de voir de Zion. Mais en tout cas, c'est à côté. C'est bon, lui, c'est sûr. Waouh, ouais. Tu as des saisons rookies où tu vois des mecs, t'as pas envie de trouver des Tyreke Evans et des je sais pas quoi qui font que, ou Brandon Jennings qui font qu'une bonne saison rookie après derrière, mais tu sens que lui, c'est bon, il a les clés du camion. Franchement, il est fort. Dans ses décisions de dernier quart, moi, c'est surtout ça qui me. Décision. Il y a cette espèce de mélange, genre. Ça, je m'y attendais pas. Il est quand même. Donc, il prend des bonnes décisions. Il gère assez bien la balle. Franchement, c'est pas mal. C'est hein, on est d'accord ou pas? C'est plus que pas mal. Voilà, pour un mec de 20 piges, athlétiquement, ça on l'avait vu avant qu'il arrive en NBA. Kevin Love, il est passé à quelques centimètres de. Et Aaron Baines, comment il l'a écrabouillé. Il peut écrabouiller les pivots, il prend de vitesse les meneurs et les arrières, il a un putain de handle. Alors lui, c'est un slasher incroyable. Dans des matchs comme on a vu récemment, quand il est un petit peu en feu au shoot, du coup, il devient indéfendable. Parce que soit tu montes dessus, soit tu l'as shooté mais tu prends des risques, c'est très compliqué. Il distribue très bien, il se bat bien au rebond parce que bel athlète, il a le sens du rebond, il se bat. En plus, on le voit trash-talker. Bon, là, il trash-talk Harden et tout. Enfin, c'est énorme. Et ça fait plusieurs matchs. Enfin, je veux dire, il a trash-talké le Jazz quand ils sont venus à la maison et donc, tout. Enfin, c'est une super. On est en train, clairement pour moi, on est en train de voir le début d'une superstar. Voilà, une nouvelle. Il y en a plein la NBA. Hein. Attention, je dis pas qu'il est plus fort ou moins fort quoi. On est en train de voir les débuts d'une superstar. D'une star déjà. Oui, bon, si tu veux, après, je sais pas quelle est la limite. Tu sais, c'est juste, est-ce qu'un meneur comme ça peut, enfin, est-ce que je veux dire, ça peut être le meilleur meneur de NBA dans quelques années, ça se sera à voir. Ça sera à voir. Il a l'ADN Westbrook, dans ce sens, et pourtant, Dieu sait si ça fait flipper les fans de Memphis, mais il a l'ADN Westbrook dans le sens où c'est le seul truc qui me fait flipper pour Ja Morant. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un gars comme ça, Derrick Rose, qui a des atterrissages aussi risqués. Ouais. Non. C'est hyper flippant. Ok, ouais. Ah non, mais vraiment, c'est-à-dire que quand lui, il a ce côté je pénètre dans la raquette et je veux finir sur les gars, il y a déjà des moments dans ses séries rookies où je vois comment il retombe sur sa jambe et ça me. Oui. Je à risque. D'accord, mais tu vas pas dire à ce gars-là, vas-y mollo s'il te plaît. J'ai pas dit ça. T'es d'accord ou pas? Mais j'ai pas dit ça. Il n'y a pas de solution. Je conçois ce que tu dis. Je dis juste mais pitié. C'est comme ça en fait. Ne nous enlevez pas un mec comme ça, non, quoi, parce que parce que sur ces atterrissages, c'est vraiment flippant, quoi. Ouf. En tout cas, vitesse, puissance, qualité de dribble, qualité de vision de jeu et de passe. Il peut shooter, il peut driver, il finit des deux mains, il dribble dans le dos, il te fout les défenses dans le vent, il trash talk tout le monde. C'est une star. Il a déjà l'état dans sa poche, c'est sûr. Il a même pas le stade ou la fanbase. Hein. C'est bon, tout le Tennessee est derrière lui. Si Memphis continue à gagner comme ça, il peut être All-Star cette année. Hein. J'ai pas peur de le dire, c'est possible. Ça serait pas un scandale absolu, tu vois. Memphis en top 8, là, encore dans 10 jours, là, c'est pas un scandale. Il n'y a pas Curry, il n'y a pas Klay Thompson. Il y a de la place un peu sur les guards. Un peu, il y a du monde, attention. Il faudrait qu'on en revienne à ce qu'on a dit hier, c'est qu'ils prennent la place de Devin Booker, quoi. Moi, tu vois, je suis fan des Suns pour ça. Ça me choque pas. Non, mais juste, tu prendras Devin Booker ou Ja Morant? Aujourd'hui, je prends Ja Morant, mais alors tous les jours. Wow. Putain, il gagne des matchs. Il fait gagner Memphis, quoi. Et c'est lui le plus fort. Dès cette année, il est le joueur le plus fort d'une équipe qui aujourd'hui est dans le top 8. Devin Booker, il a des meilleures stats, on va dire un petit peu, en tout cas au scoring, c'est sûr, que notre ami Morant. Il score plus. Il est plus, c'est plus son rôle quand même aussi. Morant, il est encore meneur quand même. Il distribue un peu plus la balle que Booker. Je pense que intrinsèquement parlant, Booker aujourd'hui est plus fort que Morant. Mais aujourd'hui, tu vois, genre là, tout de suite. Mais si tu dois juger des mecs pour les envoyer All-Star Game, ça va se juger quand, là, dans 15 jours à peu près, les coachs, c'est ça à peu près. Mais donc si on repart sur ton principe, c'est-à-dire que tu le prends devant Lillard. Parce qu'il y en a qui fait des stats dans une équipe qui perd. Perd un peu moins quand même. Et puis c'est Damian Lillard. On sait comment ça marche les All-Stars. On sait comment ça marche les coachs. Tu vois, Devin Booker, il a encore jamais été All-Star. Il est à Phoenix. Je pense que c'est très bien si Ja Morant est déjà rookie de l'année. Mais je te dis pas que je veux qu'il soit All-Star. Je te dis juste que
il va être dans la tête des coachs. Quand ils vont se poser la question sur les derniers postes là, il va être dans les choix. Bien sûr, mais je dis pas qu'il va être pris, mais il va y être déjà. Oui, mais il est rookie quoi. Mais comme Jaren Jackson Jr. Enfin, je veux dire, Jaren Jackson Jr. pour moi, il est même pas dans la discussion. Ah bah, il sera pourtant dans la discussion des coachs parce qu'il y en a plein qui le voient. Bah, évidemment, parce qu'il y a le côté flashy qui est de Ja Morant qui est indéniable, mais il y a le fait que Jaren Jackson Jr. aussi a envoyé à la poubelle des plans de jeu de la plupart des adversaires qu'il a rencontrés parce que défensivement et en stretching et son évolution offensive d'une année à l'autre. Pas le contraire. Non, mais c'est juste que voilà, les deux vont être le patron, aussi c'est Ja Morant quand même. Les deux vont être pas mentionnés. Bah, c'est parce qu'il est pas en tête d'affiche, il est en couverture. C'est aussi les côtés rookies. C'est parce qu'il est meneur, il a la balle dans les mains et tout, bien sûr. C'est ça. Mais il assume complètement, c'est le patron. On va voir, déjà lui a créé une distance telle qui fait que, désolé pour les autres rookies de sa QV, on va voir avec les débuts de Zion Williamson, mais je pense que pour Williamson, il n'aura pas joué assez de matchs. Non mais voilà, mais les autres, en tout cas les autres garçons qui sont dans sa QV ne pourront pas le rattraper, je pense, pour le titre de rookie de l'année. Je pense pas. Ça c'est sûr, vu comment ça continue. Oui, ça c'est sûr. Maintenant après, c'est comment ça continue. C'est-à-dire que là, au moment présent, on l'a dit, c'est très bien, ils sont top 8, mais on est aussi dans une année où, comme je l'ai déjà mentionné aussi plusieurs fois par le passé, le delta de défaite entre le 13e et le 8e est assez faible. Donc, tu peux tout à fait te retrouver en 13e place prochainement parce que tu as une bonne streak des Spurs ou les Blazers qui cliquent, etc. Parce que toi, tu as un coup de mou. Et toi, tu as un coup de mou, tout à fait. Parce que là, ils viennent de faire... Depuis le début 2020, ils ont joué 7 matchs, ils en ont gagné 6. Depuis le retour de Morant, il n'y a que Utah et Milwaukee qui ont remporté plus de matchs. En décembre. Voilà, et là, surtout la stretch. 6 de suite et 9 sur 12. Sur le début d'année 2020, Ja Morant, il est à plus de 20 points, presque 5 rebonds, 9 passes décisives. Il est à 61% au tir et à 44% de loin, l'autre. Depuis le début 2020, Ja Morant. Là-dessus, Memphis, en 7 matchs, en a gagné 6, dont les Rockets la nuit dernière, et il me semble les Clippers aussi. Oui. Donc des matchs un petit peu sérieux. Après, au milieu, sûr. Ce sont des matchs Minnesota, un peu plus abordables. Minnesota, Phoenix. Ils ont tapé les Spurs quand même. Ils ont tapé les Spurs aussi, t'as raison. Mais enfin, voilà. Et ce que je veux dire, pour aller dans ton sens, c'est qu'effectivement, c'est ça aussi. C'est là aussi où on va voir comment ces jeunes-là, comment ils évoluent. C'est déjà sur la deuxième partie de saison. Est-ce qu'il va y avoir des coups de mou ? Est-ce qu'ils sont capables ? Tiens, je te pose la question, Bastien. Est-ce qu'ils sont capables de terminer la saison avec 50% de victoire ? Là, ils y sont pas exactement, ils sont un peu en dessous. Non, je pense pas, je pense qu'ils sont 19-22 là pour moi, ils sont à 17-22 ou 19-22 peut-être. Ouais, je crois, attends, bouge pas, je vais te le dire ça tout de suite. Pour toi, non ? 19-22. Ils sont à 19-22 et je pense qu'ils sont à plein régime. Ils sont sur 6 victoires de suite. Genre c'est bien. 9 victoires sur les 12 derniers matchs. 8 victoires sur les 10 derniers, ouais, putain, ils sont sur une très bonne streak. Je ne les vois pas perso être à 50% et je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont se réveiller gentiment. Je vois personnellement de la concurrence à l'ouest. Du Spurs, du Blazers. Du Blazers. Vous aussi, là, ça y est, vous avez pas Ricky Rubio qui vous a mis des douilles. Oui, et puis maintenant, avec l'effectif plein, ça pose d'autres problèmes de rotation. Les Wolves, quand ils vont récupérer Karl Anthony Towns, et jouaient bien quand même avec Karl Anthony Towns. Et c'est ça le truc, c'est que encore une fois, l'idée n'est pas de trouver des excuses à Memphis, mais pour répondre à ta question, je pense que tu veux dire baisser leur production, etc. C'est juste que leur situation là actuelle, elle est très bien, mais peut-être que ce bilan-là aussi sera. J'aimerais bien lui donner un tout petit peu plus d'importance en sortie de All-Star Break. Je veux bien leur donner encore un mois là, tu vois. Si les mecs, il y a encore un mois là où ils sont en train de finir bien, parce qu'il va y avoir du déplacement à Dallas, à Philly, à Boston. Tu vas recevoir quelques gros pâtés genre Denver, etc. Si ça continue comme ça et qu'il y a des upsets avec encore Ja Morant qui est en tête de tous les médias, à ce moment-là, ok, peut-être qu'on sera les premiers à dire bon bah en fait ce n'est pas un flouk, les mecs sont capables de faire un gros mois de mars et de terminer top 8 de la conférence Ouest. Peut-être. J'ai l'impression pour le moment que ça ressemble à une de ces équipes qu'on a déjà pu voir par le passé, où tu as une très bonne première partie de saison et où après il y a la concurrence qui te reprend. Il y a des équipes qui vont avoir aussi, enfin ça ne dépend pas que d'eux quoi. Ça dépend pas que d'eux, mais... Et quelque part, je leur souhaite, en fait. C'est-à-dire, très bien, tu vois, s'ils sont dans le top 8 de l'Ouest et qu'ils sont en play-off, super pour eux. Enfin, franchement, par rapport à leur perspective, c'est génial. Mais progression petit à petit... Bon, moi, je leur souhaite d'aller en play-off. Hein. Non, mais je le souhaite à tout le monde d'aller en play-off et qu'il n'y ait pas de guerre sur Terre, tu vois. Mais enfin, là, je pense que si dans leur progression, ils peuvent...
Aller en playoff. Aller en playoff, mais surtout progresser dans la... Non, mais surtout aller dans la saison, en fait. Progresser dans la saison. Comme on le voit là, c'est-à-dire faire des erreurs au début de saison. Ou au moins, là, c'est pas grave s'ils sont dixièmes et qu'ils ont progressé. Le palier qu'on vient de voir, si au moins ils pouvaient rester dessus jusqu'à la fin de la saison. Exactement. Exemple, sans parler de continuer à progresser, ce qu'il faut peut-être pas non plus. C'est ça. Et c'est pour ça que tu me parlais de l'exemple de Sacramento. C'est-à-dire que l'année dernière, les mecs, ok, ils ne vont pas en playoff, mais tu vois la progression. Ouais. Après, l'année d'après, cette année, du coup, on est un peu déçus. Pour des raisons changement de coach, etc. Et t'as pas l'impression que ça va changer chez eux. Mais on était content pour Sacramento l'année dernière parce que ça a évolué, quoi. Ah, tout à fait. Ça peut être... Toi, t'y crois, toi, Pete ? Quoi, aux Grizzlies ? Ouais. Me sors pas, c'est possible, peut-être, je sais pas. Hein, non, j'y crois vraiment, en fait. Je pense que c'est le genre d'équipe de jeunes qui peut créer la surprise étant donné le niveau de forme faible qu'on a autour. Et... Je sais, oui, les Spurs à l'expérience, les Blazers, ils ont quand même pas mal de blessés aussi, donc ça va peut-être revenir petit à petit. Mais ce sont des équipes qui jouent pas très bien au basket depuis 40 matchs maintenant, tu vois. Donc quand tu joues pas bien au basket depuis 40 matchs environ, bah c'est un peu comme le côté mode on-off en playoff, ça. Je dis pas que il peut pas y avoir un coup de boost là des Blazers, des Spurs ou Inch'Allah des Suns ou un truc comme ça, tu vois. Mais les Grizzlies, eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont quoi à perdre ? Rien du tout. Non, ils sont basés autour d'un duo meneur ailier fort, donc Ja Morant, Jaren Jackson, qui est jeune, qui a faim, qui est vraiment bon en attaque et vraiment pas dégueu en défense en fait. Enfin, ils sont quand même assez bons des deux côtés du terrain. C'est quand même très correct. Je veux dire, Ja Morant, c'est pas minable, c'est pas un plot. Et Jaren Jackson, c'est un bon défenseur. Faut qu'il apprenne un peu mieux à gérer ses fautes. C'est genoux les deux, mais ça va. Jaren Jackson, il est plus fort que Ja Morant, je pense, en défense, intrinsèquement, non ? Ah oui, d'accord, pardon. Non, c'est sûr. C'est genoux les deux. Il y a du vrai boulot en défense. Il y a du vrai boulot en défense, mais genre c'est pas le Lillard des débuts et tout. Il fait déjà un peu plus d'efforts. Il est déjà, tu vois, dans l'esprit de ce que tu disais tout à l'heure de Memphis, quoi. Le côté effort, le côté ça se donne et tout. Il donne. Après, oui, non, tu comprends que forcément avec toutes les responsabilités offensives qu'il a, il deviendra jamais Patrick Beverley. Donc j'aime bien ce duo. On n'a pas beaucoup parlé de lui. J'aime bien la saison de Dylan Brooks. Oui, ça va. Là, il est en feu total depuis. Oui, il est en feu total là, sur les 10 derniers matchs. Et ça va bien. Et, il avait souffert la saison dernière parce qu'il était blessé et qu'il n'avait pas pu confirmer sa saison rookie. Ouais. C'est bien. C'est bien, c'est un bon role player, ça. Hein. C'est bien. Donc, entre ce duo de jeunes très forts, futurs stars, je pense les deux, tu vois. Enfin, potentiels stars, les deux. Quoi. Oh, ouais, moi j'y crois. Au moins Ja Morant. Jaren Jackson, je veux bien voir comment évolue son profil. Plus Valanciunas qui va être régulier, on l'a dit, il va continuer à taffer Valanciunas. Il va continuer à taffer tous les pivots. Plus un peu de profondeur et un coach qui fait des bons choix. Ouais, moi j'y crois. J'y crois vu le niveau des autres, j'y crois. De souvenirs, je voulais me le remettre un petit peu sous les yeux. On avait parlé cet été quand il y avait les calendriers qui étaient sortis. Ils ont une fin de saison régulière d'une violence rare. Donc après, c'est à voir aussi dans quelle situation tu prends ces équipes-là. Mais à partir de mi-mars, c'est... En fait, il faudra voir parce que le calendrier est vénère. Extrêmement violent. Ouais, mais il y a pas mal d'équipes qui joueront peut-être plus grand-chose. Ou plus tant que ça, qui feront déjà tourner. Si on commence à les connaître. OKC, Portland, Dallas, Philly, Houston, Toronto. Je veux dire par là après, évidemment, tout le monde se tape des grosses équipes en NBA, mais c'est aussi pour ça que je les calme. J'ai le souvenir d'avoir vu leur calendrier et de me dire, bon, voilà. Et c'est pas, encore une fois, pour essayer de leur trouver des excuses, c'est simplement... Voyons voir si ce genre de streak peut mener à quelque chose de plus régulier. Parce que les mecs étaient c'est ça, ils étaient en 6 victoires, 16 défaites début décembre. C'était pas terrible le début de saison. Enfin, pas terrible en termes de résultats. Et il y a du très bien... Ils ont eu des petites blessures, tu regarderas, il y avait pas mal de joueurs qui manquaient à droite à gauche. Très bien le dernier mois, à confirmer. Je demande juste un deuxième mois comme ça. Voilà, exactement. Ça peut... Non mais attends. Jusqu'au All-Star Break en fait. Ça peut s'effondrer. C'est une équipe de jeunes. Ils peuvent avoir un seul bon mois dans leur saison. N'empêche que ce qu'ils sont en train de nous montrer là, par rapport à la jeunesse qu'il y a et au potentiel de talent qu'il y a derrière, si t'es fan de Memphis ou si t'es dans le front office de Memphis, franchement, tu te frottes les mains. Ils ont fait le nettoyage qu'il faut. À suivre évidemment le dossier Iguodala, on le rappelle, le bandeau. Si vous n'avez pas de premier tour de draft, allez vous faire mettre. À peu près, en long et en large. Rendez-vous le 6 février, notamment pour la trade deadline, pour voir ce qui va se passer avec le dossier. Ouais. Du coup, les fans des Grizzlies, profitez bien. Dites-nous les autres, évidemment, ce que vous avez pensé jusque-là de la saison de Memphis, notamment ce qui se passe avec Ja Morant, le futur rookie de l'année. Désolé les fans des Knicks. Nous, on va se retrouver bientôt pour d'autres petits apéros. Ciao. À la prochaine. Ciao.